Et je reçois pour ce numéro hors série du Journal des Biotech André Choulika, PDG de Selectis. Bonjour André. Bonjour Laurent, merci de me recevoir. Alors, on va faire bien sûr un point complet sur l'actualité de Selectis en commençant par l'actualité la plus récente. Vous avez récemment communiqué des résultats préliminaires sur Eticell dans le lymphome non-Hodgkinien réfractaire avec un taux de réponse global de 88% et un taux de réponse complète de 63%. Au-delà de ces chiffres, d'ailleurs, que j'aimerais que vous commentiez, quels sont les autres points importants à retenir de cette publication ? Alors c'est un produit très très intéressant parce que c'est le premier CAR, en fait c'est l'huile CAR-T qui cible en fait deux cibles sur ce type de cancer. C'est les cancers à cellules B, le lymphome non-Hodgkinien, c'est un cancer à cellules B. Et la plupart des produits aujourd'hui d'immunothérapie qui ciblent les lymphomes non-Hodgkiniens ciblent une cible qui est CD19. Donc CD19, on tape dessus, on tape dessus, on tape dessus. Puis au bout d'un moment, CD19 disparaît. Ça ne fonctionne plus, quoi. Ça ne fonctionne plus, exactement. Donc vous avez ce qu'on appelle en fait des anticorps bispécifiques, style blinatumomab qui est vendu par Amgen. Donc c'est un produit très très efficace, qui fonctionne bien, etc. Mais au bout d'un moment, vous épuisez blinatumomab, vous tapez encore ensuite avec des carotologues qui ciblent CD19, une fois, deux fois. Et à la fin des fins, quand il n'y a plus rien qui marche, et ben c'est nous qui recevons ces patients-là. C'est classique en fait en phase 1. Quand un patient n'a plus aucune solution thérapeutique, et ben, il dit allez-y. On va essayer l'expérimental. Et là, c'est assez particulier parce que les patients qu'on traite, on ne parle plus en années de survie ou en mois de survie, on parle en semaines, parfois en jours. Donc c'est des patients qui ont non seulement été fatigués par la chimiothérapie et toutes les immunothérapies qu'ils ont reçues, et en plus, la plupart de ces immunothérapies en fait utilisent leur système immunitaire pour faire ça. Ce qui est intéressant chez Eticell, c'est que, comme on dirait communément, il y a tout le matériel à l'intérieur du CAR pour pouvoir faire ça. La cellule arrive et elle est en pleine forme, parce qu'elle vient d'un donneur sain. Elle vise deux autres cibles qui ne sont pas 19, ils sont 20 et 22. Et ensuite, on va pouvoir implémenter ça chez un patient, quelle que soit sa condition. On peut donner la même chance. Et en dépit de ça, en dépit de la condition des patients, on a quand même un taux de réponse de 88%, ce qui est stratosphérique. Oui, parce qu'on pourrait se dire, bon, qu'est-ce qui signifie ce chiffre, André ? Alors, c'est que ces patients-là, qui en général ont quasiment plus de chances de survie, qui peuvent passer en soins palliatifs, ça donne une option complètement dingue, c'est-à-dire que c'est un produit qui peut, avec même 63% de rémission complète, c'est-à-dire qu'il n'a plus de cellules cancéreuses, le patient, dès 88, 63, il n'y a plus de cellules cancéreuses. Ces patients-là, ils vont pouvoir bénéficier de cette thérapie, quelles que soient leurs conditions, mais c'est un produit qui pourra éventuellement, ce qu'on appelle, remonter les lignes, de 4e ligne, 3e ligne, 2e ligne, et éventuellement... On explique ça veut dire que pour le moment, il est donné quasiment en dernière intention, et son efficacité étant prouvée, on va pouvoir le donner plus tôt, c'est ça qu'il faut comprendre. Et tellement puissante, effectivement. Alors moi, je pense que ça donne en fait un passage pour la phase 2, ce qu'on appelle une phase 2 pivotale d'enregistrement, qui est en fait une sorte de voie royale pour ce produit-là. Mais je pense qu'aussi, c'est un produit qui a un potentiel gigantesque. Le lymphome non-Hodgkinien, malheureusement, c'est une maladie beaucoup plus répandue que la leucémie, la lymphoblastique aiguë, c'est l'autre produit que l'on a. Et ça donne un potentiel vraiment très, très intéressant pour la société. On se différencie complètement. C'est non seulement un first in class, comme on l'appelle, c'est un premier de sa catégorie de médicaments, mais c'est aussi un best in class, c'est-à-dire que c'est le meilleur médicament de cette ligne de traitement actuellement. Et je pense que c'est un produit qui va avoir en fait un parcours fabuleux. Bon, on va parler des développements cliniques. Un mot quand même supplémentaire, vous prévoyez d'ajouter une cohorte avec IL-2 pour amplifier la réponse. Alors, il va falloir nous expliquer là aussi pourquoi et puis quels éléments vous permettent de penser que cette stratégie peut être différenciante. Alors, la science déjà derrière cette volonté. Alors, l'interleukine 2, c'est un booster de cellules T. Ce qui est assez intéressant, c'est que quand vous traitez un patient, c'est essentiellement la puissance de réponse dans les 10 jours qui est très très importante. Environ à 7-8 jours, quasiment, l'affaire de toutes les cellules B cancéreuses est réglée. Si vous ajoutez une pincée d'interleukine 2, ce que l'on voit, c'est que ça arrive en fait à un certain niveau où ça donne de la durée après. Pour le traitement. Et les patients ont un taux de rechute beaucoup plus faible. Parce qu'évidemment, il y a un risque de rechute derrière tout ça. Et on aimerait tester ces cohortes IL-2. On a vu actuellement dans la grande conférence qui s'appelle l'American Society for Hematology qui se passait à Orlando cette année. Il y a des essais en fait, avec l'IL-2 qui sont très très encourageants. Et je pense que nous, ça va être complètement disruptif.
Bon, voilà pour cette explication. Si on reste sur l'actualité récente, un petit peu plus tôt, en novembre, le titre Selectis avait bien réagi après l'apparition dans la revue Nature d'un article portant, je cite, sur un procédé d'édition génomique non virale qui s'est avéré efficace pour l'insertion génique dans les cellules souches hématopoïétiques. Séance de rattrapage, il va falloir nous expliquer, là aussi de façon très pédagogique, en quoi c'était intéressant, parce que, je dois vous le dire, je n'ai pas tout compris à l'époque. Eh bien, c'est assez simple en fait. On peut faire entrer dans des tas de cellules de l'ARN messager. Les TALEN, donc l'édition de génome que nous utilisons, c'est un ARN messager. Donc il suffit de mettre de l'ARN messager comme la protéinase du Covid dans des petites boules de graisse, ils appellent des LNP, et injecter ça rentre dans les cellules. Le truc qu'on ne peut pas faire rentrer, en particulier dans une cellule souche hématopoïétique ou faire rentrer, par exemple, dans une cellule T, c'est de l'ADN. D'accord. Si vous mettez de l'ADN, il a une forte toxicité et la cellule meurt. Okay. Donc si on a envie de couper et réparer ou insérer ou remplacer une séquence par un autre, faire de l'édition génétique beaucoup plus sophistiquée que ce qui est fait actuellement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que l'on fait essentiellement, c'est détruire la fonction d'un gène. Voilà. On arrive, on le coupe, il ne marche plus. Là, on va arriver à réparer un gène, réactiver un gène, remplacer un gène, mais pour ça, il faut amener de l'ADN. Oui. Le fait de faire un ADN simple brun fait qu'il ressemble à l'ARN. L'ARN, c'est simple brun. L'ADN, ADN, acide déoxyribonucléique, ARN, acide ribonucléique. Il manque juste un oxygène. Donc, en fait, la cellule ne voit pas... On trompe un peu la cellule. On trompe d'une certaine manière la cellule et on le circularise parce qu'une fois qu'il est rentré à l'intérieur de la cellule, vont se précipiter sur notre petit ADN, ce qu'on appelle des exonucléases, des petits trucs qui vont les manger du début jusqu'à la fin, ce qui n'est pas le cas de l'ARN, qui est protégé en fait au début et à la fin par un cap et en fait une sorte de queue à la fin. Ça n'a pas ça. Et donc le fait de le circulariser, il va pouvoir servir de matrice pour insérer ou retirer du matériel et la cellule n'y verra rien. On leurre un petit peu la cellule. On leurre la cellule, exactement. Pour avoir finalement cet ADN, incorporer cet ADN en son sein. Et au début, exactement. Et au début, comme on le faisait linéaire et se faisait bouffer, on l'a fait circulaire, et ben ça c'est plus mangé. Il n'y a plus de point d'entrée pour le faire digérer. Et donc là, c'est si une techno incroyable. C'est le départ potentiellement de quelque chose de beaucoup plus ambitieux, c'est ça? Alors oui, je pense que c'est en fait le départ d'une nouvelle façon de traiter les gens, de médecine en général. Moi, j'ai une grande conviction que l'utilisation de la combinaison de ces ADN circulaires simple brun avec de l'ARN messager qui code en fait pour des nucléases va être mis dans des LNP, des petites boules de graisse, donc vectorisées comme on pourrait combiner les deux, ARN, ADN simple brun. Oui, vectorisées comme la Covid, en injection intraveineuse, va permettre de réparer toute une série de maladies, réparer des gènes, qui font des maladies cardiovasculaires à des maladies en fait orphelines extrêmement graves, et où c'est relativement facile et les coûts en fait de fabrication et de développement de ces produits-là est beaucoup plus faible que les thérapies géniques actuelles qui coûtent des millions de dollars. Bon, en tout cas, c'est fascinant. Et cette fois-ci, j'ai tout compris. On va revenir à l'actualité de Selectis. Et peut-être justement, en termes de développement clinique, quelles sont les communications à attendre dans les prochains mois ou peut-être en 2026 sur les programmes UCART 22 et UCART 2022? Alors, UCART 22, on est actuellement en train de développer 2 cohortes en phase 2, qui est une phase 2, ce qu'on appelle pivot. Une phase 2 pivot, c'est une phase 2 qui va permettre à la fin de cette phase 2 d'enregistrer le produit et de commencer à le commercialiser. Il n'y a pas de phase 3. Si évidemment les résultats sont là. Ce que nous pensons, vu les résultats qu'on a eus en phase 1 qui sont spectaculaires. Et donc ce qu'on va amener en 2026, qui est très très excitant, c'est en fait les résultats de cette ces premières 2 cohortes, 40 patients en fait, 20 et 20 dans chacune des cohortes, comparant en fait 2 préconditionnements différents. Le produit ne change pas, la dose du produit est déjà fixée. On va tester 2 doses différentes d'un anticorps monoclonal qui s'appelle l'alentuzumab en combinaison avec. Et une fois qu'on a ça, on va amener les résultats. Et je pense que ça va être très très enthousiasmant, ce qui va nous permettre de démarrer sur la 2e phase, qui est la phase finale pour enregistrer le produit. Donc ça, c'est la première chose qu'il faudra voir. Donc ça, c'est pour UCART 22. Pour UCART 22, exactement. Donc l'asmecel
pour Eticell, qui est une carte 20 par 22, Voilà. donc Eticell, alors là c'est très très excitant aussi. On va ramener alors on vous a montré sur une dose définie ce que ça donnait, 68%, 88% de réponse complète, plus 63% de rémission complète, de réponse. Réponse complète, réponse globale, réponse complète. Exactement. Et là, vous allez avoir les résultats avec la cohorte, avec l'interleukine 2. D'accord. Si la prévision préclinique et ce que l'on voit dans les autres essais cliniques donnent des résultats similaires là-dessus, je pense que ça va être spectaculaire. Donc ça, c'est aussi 2026. 2026, tout à fait. Et ça va être la fin de la phase 1 et le début de la phase 2 sur Eticell. Donc on aura 2 produits en phase 2 développés en propre. On aura un produit en phase 2 en collaboration avec, qui est développé avec Servier et Allogène, actuellement, qui s'appelle Semacell, qui lui cible CD19, on parlait de CD19 avant, et on a une collaboration d'un produit en phase 2 avec une boîte qui s'appelle Iovance, qui développe ce qu'on appelle des Tumor Infiltrating Lymphocytes, des lymphocytes qui infiltrent les tumeurs, où on fait de l'édition de génome avec notre technologie, les TALEN, et qui permet effectivement de soigner des mélanomes. Bon, la dernière fois où on s'est parlé, c'était en 2023, on s'était retrouvés pour évoquer ce partenariat avec AstraZeneca. Vous nous aviez parlé à l'époque d'un deal plateforme, c'est la plateforme de Selectis qui intéressait AstraZeneca. 2 ans plus tard, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce partenariat? Est-ce que ça avance comme vous le souhaitez? Qu'est-ce que vous pouvez en attendre à l'avenir? Alors, la première surprise en fait que j'ai eue, alors évidemment, biotech, toujours une sorte d'arrogance, on voit les boîtes pharmaceutiques un peu comme des caisses enregistreuses avec plein d'argent, mais ils n'ont pas d'innovation, ils sont pas malins, nous on sait faire, etc. Et je me suis rendu compte qu'une boîte comme AstraZeneca, qui est dirigée d'ailleurs par des Français, hein, il y a Marc Dunoyer, il y a Pascal Soriot, il y a toute une série de personnes, Frédéric Chéreau, etc. C'est une équipe très impressionnante, mais qui est très multinationale. Hein. En revanche, il y a des gens de tous les pays, mais avec un leadership très très fort. Ils sont extrêmement créatifs. Donc moi, quand la première fois ils m'ont parlé de choses, c'est-à-dire c'est vraiment de la science-fiction, quoi. Et ce n'est pas de la science-fiction, parce que nous, on a réintégré leur technologie. Je ne peux pas vous en dire beaucoup, parce qu'ils ne veulent pas. D'accord. Et je comprends qu'ils ne le veuillent pas, parce qu'elles sont très disruptives. Franchement, quand on vous transfère une technologie, vous dites, mais ça ne va jamais marcher, leur truc. Et ça marche. C'est complètement fou. Et donc, je commence à comprendre, en fait, comment fonctionne cette boîte. Bon. Elle fonctionne avec une énergie interne complètement dingue, qui percole de la tête à l'intérieur de la société. Et nous, on a un deal qui va dans 3 directions différentes. Les maladies génétiques. On est en train de développer un produit avec eux. Alors, c'est un produit fabuleux aussi, très disruptif. Vraiment quelque chose qui va représenter la médecine du 21e siècle. Je pense qu'un grand pan de la médecine moléculaire va être représenté par ce programme-là. Il y a un deuxième espace sur les maladies immunitaires, par exemple les maladies auto-immunes. Donc là, on a des programmes qui sont en train d'être développés là-dessus. Et évidemment, tout un pan de l'oncologie. Ce qui les intéressait chez nous, c'est en fait, on a développé toute une compétence dans la fabrication des médicaments. Donc ça part de l'innovation jusqu'à la fabrication du produit qui va chez le patient et avec un potentiel commercial, parce que nos usines ont été pensées pour commercialiser ça. Et donc, on a tout à l'intérieur de la société, de A jusqu'à Z. Ça va faire la blague AstraZeneca, mais vraiment de A jusqu'à Z, c'est-à-dire qu'on fabrique les tampons, on fabrique l'ADN, l'ARN, les vecteurs, l'ADN simple brin, circulaire, jusqu'à en fait, le produit final qui est injecté chez le patient. Et cette plateforme que l'on a développée, on l'a même acheté en 2010. J'ai acheté une société qui s'appelait Cytopulse, qui est une électroporation, un système qui peut faire rentrer l'ADN dans les cellules. Et donc, on est très, très indépendant. Et ça, c'est toujours confortable pour une boîte pharma, parce qu'ils se disent, en fait, on n'a pas besoin, avec cette boîte, d'aller chercher. Tout ce dont j'ai besoin. Et là-bas. Voilà, Et ça fait partie de leur stratégie. Donc, Pascal Soriot l'a dit de nombreuses fois dans des conférences de presse, ils ont toute une stratégie dans la thérapie cellulaire et génique qui est en train de revenir c'est-à-dire au haut des panneaux actuellement. Donc, c'est très, très excitant. Et cette stratégie, ils ont une stratégie très forte où ils ont beaucoup investi là-dessus. Ils ont racheté pas mal de sociétés et tout. Il y a le deal de Selectis fait partie, une des pièces du puzzle d'AstraZeneca là-dedans. Bon, quand je vous écoute, la communication est quand même plutôt à leurs mains. Pour éventuellement dévoiler ce qui va sortir de cette collaboration. Ah mais bien entendu, c'est-à-dire moi premièrement, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Ils n'ont pas besoin de communiquer, en tout cas pas sur des produits aussi early stage. Ils ont besoin de communiquer sur des produits un peu plus late stage, mais à partir du moment où on va commencer à avoir les premiers patients qui vont rentrer dans les essais cliniques, là je pense qu'il va y avoir de la communication, ça va être dit
disruptif. Bon, il y avait des royalties aussi à la clé dans cet accord? Absolument. Il y a en fait toute une série de milestones qui vont de 70 à 220 millions et des royalties qui peuvent aller jusqu'à des royalties à 2 chiffres. Bon, d'accord. Alors, au 30 septembre 2025, la trésorerie de Selectis s'est élevée à 225 millions de dollars, de quoi financer vos activités jusqu'au second semestre 2027. C'est une belle visibilité, surtout si on la compare aux autres sociétés du secteur. On a parlé des temps forts de 2026. On va se projeter un petit peu plus loin. Si on considère cet horizon de trésorerie, soit le second semestre 2027, quelle case de votre feuille de route devrait, selon vous, être cochée d'ici là? Alors, moi, je pense qu'il y a 2 choses qui vont être vraiment transformantes l'année prochaine. Oui. Les datas que l'on va sortir sur la phase intérimaire de la phase 2 de l'ASMECEL, donc CD22 en leucémie lymphoblastique aiguë. Si on a des résultats qui confirment le potentiel dans la population que l'on a désignée, actuellement, en phase 1, ça représente 100% de réponse globale. 100%. Je ne pense pas qu'il y ait d'écart comme ça. En plus, c'est un cas allogénique, c'est-à-dire sur étagère. Ça, je pense que rien que sur ça, ça va être complètement disruptif. Et deuxièmement, si sur Eticell, en dernière ligne, on arrive à avoir des résultats avec de la durée, avec l'interleukine 2, je pense que franchement, la société a au moins 2 produits qui avec un boulevard jusqu'à la commercialisation, avec un potentiel qui représente plusieurs centaines de millions de dollars à plusieurs milliards de dollars pour Eticell. Et là, je pense qu'on arrive franchement à quelque chose d'incroyable. Si les résultats sont excellents l'année prochaine, vous feriez quoi? Vous chercheriez un partenaire? Comment ça se passerait sur cette phase justement de commercialisation? On reste opportuniste. Après, ça dépend vachement... Excusez mon français. Ça dépend énormément ça dépend énormément des marchés. Oui. Moi, j'aimerais bien quand même, pour une biotech française, amener ses produits jusqu'au marché. Bon. On a quand même un partenaire très fort, qui est AstraZeneca, qui représente 44% de notre actionnariat. Et je pense que ça peut porter la société d'une certaine manière et aller commercialiser ces produits-là. Et on n'est pas limité en innovation. On a plus d'idées qu'on peut en financer, que même une Big Pharma puisse financer. Et donc, pourquoi on ne se réserverait pas la possibilité de pouvoir commercialiser des produits qui, eux, ont une marge brute positive extrêmement, c'est-à-dire dans les abacs de l'industrie pharma, c'est-à-dire au-delà de 85%. Et à ce moment-là, on aurait un Selectis qui sortirait des innovations tous les ans. Alors nous, on n'est pas limité de ce côté-là. Et c'est ça dont j'ai envie. Et c'est comme ça, sur la discussion qu'on avait eue, pour se battre pour la France, c'est des sociétés comme ça qu'il faut avoir. Et c'est là où j'ai envie, de placer mon combat. Bon, vous reviendrez commenter les résultats avec nous en 2026 ? Avec grand plaisir, si vous m'invitez. Merci beaucoup André Choulika, PDG de Selectis. Merci André. Merci à vous. Le journal des biotech, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.